Je voudrais tout d'abord m'excuser pour deux raisons. La première, c'est que je vais présenter un travail réalisé à quatre mains avec une collègue et je suis désolée qu'elle n'ait pas pu venir aujourd'hui. Donc, elle ne pourra pas répondre à des questions que vous aurez éventuellement puisqu'elle s'est chargée principalement des sources allemandes. Et voilà, j'en suis désolée, mais j'essaierai de la remplacer autant que faire se peut. C'est Marie-Hélène Benoît-Otis, on va apparaître dans un instant sur le PowerPoint. Voilà, je pense. Et Marie-Hélène Benoît-Otis, qui est musicologue et germaniste à l'Université de Montréal, au Québec, et avec laquelle donc j'ai travaillé sur ce festival Mozart. Mais ça, c'était mon premier mot d'excuse. Enfin, plutôt, voilà, vous dire que j'étais désolée. Et la deuxième chose, c'est qu'on a présenté cette recherche il y a 10 jours déjà à Bruxelles et au Collège Belgique. Et donc, si jamais il y a des personnes qui étaient présentes, je m'excuse par avance auprès d'elles, puisqu'il y aura des redites. Je vais être un peu répétitive. Mais voilà, je vais commencer. On avance. Donc, je vais commencer et on aura un peu d'images après. Magnifique. Ça marche pas? Parfait. Oui, et merci à l'équipe technique aussi. D'accord, super. Ok. Ouais, merci. Voilà. Je commence par une petite correction. Le titre qui est sur le programme est erroné. Il s'agit du titre suivant, Mozart, 1941, musique, propagande et collaboration franco-allemande autour de la semaine Mozart du Reich allemand. Il s'agit effectivement d'une semaine et pas d'un mois Mozart, mais en fait on pourrait dire qu'il s'agit d'une année Mozart. Donc vous aviez, somme toute, bien compris la chose, puisque c'est toute une année mozartière qu'on célèbre en 1941, puisque, hasard du calendrier, Mozart est mort 150 ans avant et on a l'habitude donc de célébrer les grands anniversaires des musiciens. Ce n'est pas nouveau. Dès le 19e siècle, on se met à faire des grandes commémorations, des grands festivals et les nazis ne font que reprendre dans ce sens une tradition déjà ancienne. Quand on pense aux compositeurs du passé instrumentalisés par le Reich, on pense bien évidemment à Wagner, à Bruckner, à Beethoven, mais pas à Mozart. Mozart est associé au classicisme, c'est un musicien cosmopolite, européen, universellement admiré, ne semble pas propice à l'instrumentalisation comme peuvent l'être les grandes pièces germaniques, romantiques, post-romantiques. Donc on se demande bien qu'est-ce que les nazis ont pu faire avec la musique de Mozart. Et pourtant, Mozart est un compositeur extrêmement joué pendant cette période, du fait notamment de cet anniversaire. C'était un compositeur en fait très populaire et il n'y avait pas de raison pour que les nazis ne profitent pas de cette popularité. Et il se trouve que c'est un compositeur qui est plus joué que Wagner sous le Troisième Reich. Et ça peut paraître étonnant. En réalité, comme l'a montré Manuela Schwartz, la musique classique, la musique de la fin du XVIIIe siècle et avant, pas connotée politiquement, donc agit pour les nazis comme un neutralisant politique. C'est l'expression de Manuela Schwartz. Parce que justement, elle est efficace parce qu'elle n'est pas connotée politiquement et parce qu'elle paraît apolitique et parce que les discours peuvent bien mieux passer dans ce contexte extrêmement classique, extrêmement qui semble détacher la musique du contexte précisément. Et c'est précisément le cas de Mozart avec cette semaine Mozart dont on va parler. Donc, vous avez ici l'affiche de l'événement.
qui sera notre cas d'étude donc aujourd'hui, la semaine Mozart du Reich allemand, qui s'est tenue à Vienne du 28 novembre au 5 décembre 1941. On pense avec Marie-Hélène Benoîtis qu'il s'agit de la plus grande opération de propagande musicale internationale pendant la guerre. Et notamment, elle a impliqué de façon très intense des délégations étrangères. Cette semaine permet d'observer les enjeux de la propagande culturelle nazie et de la collaboration en France occupée, car une très importante délégation française de 22 compositeurs, musicographes et personnalités politiques a été invitée à assister à cette semaine. Et comme vous pouvez déjà le remarquer, cette affiche soulève déjà des éléments importants, avec la mention des organisateurs, Goebbels et Schirach, donc Goebbels que tout le monde connaît comme ministre de la propagande, et Baldur von Schirach, Gauleiter et Reichsstatthalter de Vienne, qui était donc le gouverneur du Gau viennois, en même temps que le représentant du Führer à Vienne. Bien sûr, il y a l'aigle allemand avec la croix gammée, et un portrait de Mozart basé sur un portrait que tout le monde connaît, que vous avez là, mais qui, cette fois, regarde dans une autre direction, qui est celle prise par l'aigle, le profil de l'aigle nazi, et qui a un air beaucoup plus sévère, dans un costume assez raide, que dans les portraits que nous lui connaissons. Donc, à travers cette affiche, on voit que l'instrumentalisation de Mozart est très claire, puisque la croix gammée apparaît dès l'affiche, le nom des instigateurs, qui montre que c'est aussi un événement à l'échelle du Reich entier, et pas seulement un événement viennois, et que donc, en plus, c'est la semaine Mozart du Reich allemand à Vienne, qui marque donc l'accomplissement culturel, artistique de l'Anschluss survenu en 1938. Donc, je vous propose d'aborder cet événement en 4 étapes. D'abord, on va s'intéresser à cette semaine Mozart comme apothéose de l'année Mozart 1941. Nous verrons ensuite en quoi elle a été une opération de séduction pour les étrangers invités, et en particulier les Français. Nous verrons que la manipulation de Mozart et de sa musique a été très importante, comme vous vous en doutez, et que les Français ont fait jouer le rôle qui leur avait été donné de propager les idées déployées lors des discours et dans le contexte de cette semaine musicale, évidemment très politisée. Donc, on va commencer par l'année Mozart. Donc, j'en ai déjà parlé, hein. C'est le hasard du calendrier. Et on décide de faire terminer cette année, puisque Mozart est né en décembre, le 6 décembre, par une semaine qui elle-même se terminerait le 6 décembre dans la ville où est mort Mozart, avec comme grand moment final le Requiem le 6 décembre, et avant une cérémonie à la cathédrale où Mozart a reçu les derniers sacrements. Et donc on a là toute une mise en scène d'une apothéose d'une année Mozart, d'un requiem à Mozart, d'une réparation aussi, on lit ça très très souvent dans la presse allemande. Donc c'est une année très très riche, ponctuée de festivals dans tout le Reich et au-delà. Par exemple, en France, il y a 2 festivals Mozart à Paris, rien qu'à Paris. Et il y a un festival très important en Flandre en 1942, Festival Mozart, organisé par l'Institut culturel flamand. Et il y a énormément d'événements partout dans le monde, et en particulier dans le Reich, ou les pays occupés, amis ou alliés. C'est véritablement ce festival viennois qui est l'apothéose, qui doit être l'apothéose de cette année Mozart. Alors, je l'ai dit, les nazis n'inventent rien ici, puisque ce modèle de commémoration de grands compositeurs existe déjà précédemment, et ils n'inventent rien non plus, puisque précisément pour Mozart, le 140e anniversaire
du décès de Mozart avait donné lieu à une cérémonie sur la place de la cathédrale Saint-Stéphane à Vienne. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est une photo de cette mise en scène pour le 140e anniversaire de Mozart, donc sous la République, avant cette phase d'ostrofascisation dont on vient de parler. Et comme vous pouvez le voir, la mise en scène assez similaire est reprise par les nazis en 1941 dans un tout autre contexte. Et on retrouve le même lieu, le flanc nord de la cathédrale Saint-Stéphane à Vienne, le même principe de discours public d'hommes politiques et de musique tirée de la flûte enchantée, les fanfares de la flûte enchantée là encore. Donc un principe de continuité dans la propagande culturelle de la Vienne annexée, mais bien sûr dans un nouveau contexte, avec aussi une personnalité phare de tout ce projet, qui est Walter Damisch, qui est un nazi convaincu et antisémite, qui s'occupe donc de la société Mozart viennoise, et qui était membre du NSDAP depuis au moins 1932, et peut-être même à la fin des années 20. Donc on voit bien ici que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu du tout de mal à changer complètement justement pas changer complètement, mais à adhérer au nouveau discours officiel. J'en profite aussi pour signaler que nous avons trouvé des sources magnifiques au CG Soma, comme en témoignent ces deux photos, et que je suis très heureuse de présenter cette présentation ici, puisque c'est un fantastique lieu d'archives. Et voilà. Et que je vous invite tous à découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc, évidemment, les célébrations de 1941 sont très nazifiées, comme on peut le voir sur d'autres images de la même cérémonie, la cérémonie des couronnes du jour anniversaire. On voit ici Chirard effectuer le salut nazi. On voit les jeunesses hitlériennes dans la photo de gauche au premier plan, qui tiennent des couronnes, d'immenses drapeaux croix gammée. Et de façon générale, on a repris aussi, comme pour la cérémonie qu'on a vue précédemment, on reprend ici aussi, avec un nouvel esprit, ce principe de couronne déposée et de personnes qui s'inclinent, donc une espèce de requiem, de grand-messe à Mozart. Sauf que en 1941, Mozart devient une icône nazie. Et ça, on va le voir de plus près tout à l'heure. Donc, en quoi consiste ce festival, c'est le même principe qu'en 1931, mais en beaucoup plus gros, avec 65 événements musicaux au total sur 8 jours. Donc, des concerts et représentations d'opéra, le requiem le jour anniversaire, des cérémonies officielles, comme vous pouvez le voir ici, et un congrès de musicologues qui réunit beaucoup de musicologues, enfin uniquement des musicologues germanophones, à l'exception d'un Français, Adolphe Beauchot, qui est le seul invité non germanophone. Tous ces événements sont réunis en 2 programmes, comme ça s'était fait d'ailleurs pour d'autres festivals du même genre. Je pense notamment au centenaire Beethoven à Bonn en 1927, où il y avait aussi 2 programmes. Un programme officiel et un programme plus local pour la population locale, ici pour les Viennois, le Wiener Programme que vous pouvez voir à droite. Donc le Reich Programme, c'est vraiment pour les invités officiels, notamment internationaux, et c'est là que vont être donnés les concerts avec les plus grands interprètes allemands, donc Urt Furtwängler. Il y avait parmi les interprètes presque exclusivement germanophones Karl Böhm, Clemens Krauss, Knapperbusch, Wilhelm Kempff, Elie Ney, dont on a parlé tout à l'heure, et Richard Strauss. Richard Strauss qui dirige sa propre version d'Idomeneo de Mozart lors de la semaine Mozart. Le programme viennois que vous voyez ici à droite est fait pour le public local. Chirard s'en sert pour se présenter dans la presse comme le sauveur des Viennois, mais en réalité, donc cette structure était tout à fait habituelle à l'époque.
Et ce sont des concerts davantage accessibles, souvent présentés en collaboration avec des organisations nazies qui s'adressent à la jeunesse ou aux travailleurs, comme les jeunesses hitlériennes, on en a parlé, ou Kraft durch Freude. Donc, Goebbels et Schirach étaient en lutte, ne s'entendaient pas du tout bien, et donc toute l'organisation du festival a été extrêmement tendue entre ce pouvoir central du Reich et à Vienne, sur le terrain, par Schirach, qui voulait aussi se sortir de sa situation, enfin en tout cas reprendre du pouvoir suite à sa démotion en tant que chef des jeunesses hitlériennes et son déplacement à Vienne. Donc on voit ici les images des deux hommes qui ont prononcé pendant la semaine Mozart un discours chacun. Alors le contenu des deux discours va vraiment dans le même sens, on en parlera tout à l'heure. Et tout au long du processus d'organisation, il y a donc une lutte de pouvoir, soit pour mettre en avant vraiment la ville de Vienne, ce que va faire Schirach, et soit, dans le cas de Goebbels, pour mettre en avant, évidemment, le Reich dans son ensemble. Évidemment, tout ça est caché, ces tensions, et la plupart des invités ne semblent pas s'apercevoir aussi de tous ces problèmes entre les principaux instigateurs. Ce qui compte au-delà des frontières, c'est de donner à cet événement un caractère international. Et on a ici une lettre qu'on a retrouvée des services étrangers qui écrivent à Paris « Vous êtes priés de susciter pour la semaine Mozart un écho important à l'étranger, thème « L'Allemagne honore son grand compositeur, même en temps de guerre ». Chaque pays doit envoyer ses meilleurs critiques musicaux ou mélomanes et d'importants journalistes des plus grands journaux. Donc, on voit bien ici que les consignes sont très claires. Il faut faire un événement à l'échelle européenne, au sens strict où un événement doit laisser des traces, doit rester dans les mémoires. Il faut faire date, il faut impressionner le public étranger. Et c'est donc ce qui va être fait pour les Français, en particulier le plus grand groupe étranger invité, avec des personnalités importantes. Donc évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, ce principe des voyages n'est pas du tout nouveau, puisque 2 mois plus tôt, 7 écrivains sont partis à Weimar, dont Brasillac. En novembre, ce sont des plasticiens qui vont faire un grand tour en Allemagne et en Autriche. Ensuite, les musiciens en décembre, puis des stars de cinéma en mars 42, dont Daniel Darieux, Suzy Delair. Et enfin, un autre voyage d'écrivains à Weimar, encore en fin 42, qui a moins de succès cette fois. L'occupation s'est durcie, l'opinion a changé vraiment en France. Et puis surtout, ces voyages n'ont plus vraiment lieu d'être. L'Allemagne est en difficulté et on n'est plus dans une sorte de collaboration du donnant-donnant ou du pseudo-donnant-donnant. Donc le but de ces voyages, c'était vraiment de persuader de la supériorité artistique et culturelle allemande, porter l'image rassurante d'une Allemagne amie des arts, humaniste, et évidemment ça commence à être difficile dès lors que la guerre prend le pas sur tous ces objectifs de propagande culturelle. La différence de ce voyage de musiciens par rapport à ces autres voyages à sens unique, pour reprendre une expression d'Azema, c'est que ce voyage avait un unique but, une unique destination, Vienne, pour assister à ce festival Mozart. Une autre différence importante, c'est que le public visé, les invités, sont beaucoup moins marqués politiquement que les écrivains invités et aussi que les plasticiens. Donc, une cinquantaine d'invités du milieu musical sont pressentis et on estime à une trentaine-quarantaine d'invitations envoyées. Le choix des invités s'est basé sur
à la fois les opinions politiques des personnalités et sur leur importance aussi dans la vie musicale. On voulait aussi, enfin, on l'a vu, des journalistes, et donc il y a plusieurs journalistes qui font partie des noms les moins connus des listes. Donc on a retrouvé un grand nombre de listes avec des mentions qui montraient que des enquêtes avaient été faites sur les opinions des personnes qu'on invitait, parce qu'il fallait de préférence qu'elles soient acquises à la collaboration. Il fallait être certain qu'on ait ensuite des retours positifs sur le festival dans les médias français. Donc les membres qui ont accepté, donc de la délégation, donc les invités qui ont accepté de se rendre à Vienne sont 22 personnes, compositeurs, journalistes et figures influentes du milieu musical, qui sont donc sélectionnés, invités officiellement par l'intermédiaire de 2 services allemands que sont la Propagandaabteilung, qui émane du ministère de la Propagande, et l'Institut allemand, qui émane de l'ambassade. Et donc c'est une délégation composée, comme vous le voyez, de diverses personnalités. Donc 2 éditeurs de musique, Marietti Domange, qui est aussi politique, Domange. Nous avons le directeur de l'Opéra de Paris, Jacques Roucher. Alors là, c'est pas Roucher, il est là. Louis Hautecoeur, qui est pas moins que le ministre des Beaux-Arts. 7 compositeurs. Honegger et Schmitt, dont on parlait tout à l'heure, sont connus. Honegger est vraiment considéré comme le plus grand compositeur français, entre guillemets, de la période. C'est en tout cas le compositeur vivant en France le plus joué sous l'occupation. Donc c'est pas étonnant qu'on lui propose. Et d'autres moins connus ici, comme Delannoy, qui est aussi très joué sous l'occupation. Sam Hazeuil, qui est surtout connu comme critique. 11 journalistes ici, ou musicologues, et certains, comme Robert Bernard, Honegger ou Delannoy, remplissent la double fonction de compositeur et de critique musicale. On peut noter que 5 invités font partie du groupe Collaboration, groupe européiste pro-nazi créé en France pour regrouper les 2 pays au moyen d'échanges culturels. Et Schmitt et Bachelet sont présidents d'honneur de ce groupe Collaboration. Et il faut savoir que lors de mes recherches, j'ai constaté que la section musicale avait organisé une quinzaine d'événements entre 1941 et 1942. Donc pourquoi sont-ils partis à Vienne, ces musiciens français ou ces journalistes français ? Les motivations sont variées. Pour plusieurs, elles sont d'ordre politique. Pour d'autres, c'est l'opportunité professionnelle qui guide cette acceptation. Des fois, des motifs personnels, comme voir un proche emprisonné en Allemagne. C'est le cas de Schmitt, qui cherche à voir son fils, mais prisonnier. Mais pour Schmitt, ce n'est sûrement pas la seule motivation, puisqu'il ne cache pas depuis 1933 son enthousiasme pour le régime. C'est une opération de séduction parce qu'il faut contenter au maximum les invités français, et de ce fait, la totalité des frais de voyage est prise en charge par les organisateurs. Les Français sont reçus avec faste pour des temps de guerre. Ils sont nourris, logés au Grand Hôtel de Vienne, qui est un hôtel de luxe, dans des très belles chambres. Ils se voient offrir cigares, c'est un luxe en temps de guerre. Et on voit bien à travers les lettres de Delannoy à sa famille, écrites à Vienne, à quel point les gens des villes ont faim. C'est la pénurie. Et donc à Vienne, on semble être dans un îlot de paix, d'autant plus que, comme il le souligne, il n'y a pas de couvre-feu, on n'entend pas les bruits de la guerre. Vienne est comme à l'écart, et en plus on peut bien manger. J'ai honte du confortable où je vis, je me demande si vous avez froid, si vous mangez. Le Festspiel se poursuit sans bavure, malgré la rapidité de la cadence, sans un accroc. C'est la perfection, mise au point scénique et musicale, qui doivent sûrement nécessiter des mois de travail. Donc l'emploi du temps des Français à Vienne est très chargé. 8 jours donc très intenses, avec beaucoup de musique, des concerts en journée,
des opéras tous les soirs, des manifestations politiques, des visites, des rencontres. Et ils sont particulièrement choyés. Ce sont les seuls invités, par exemple, à être sollicités pour aller chez Richard Strauss, faire un petit thé viennois dans sa maison à Vienne. Ce sont les seuls à qui on propose poser une couronne sur au pied du soldat inconnu. Et donc là, évidemment, très, très symbolique, idée de réconciliation qui va réapparaître à plusieurs reprises dans ce festival. Et puis cérémonie des couronnes aussi, où, on l'a vu tout à l'heure, où les Français sont parmi les premiers appelés pour déposer une gerbe devant la cathédrale. Chaque pays, chaque ville invitée devait déposer une gerbe devant la cathédrale. Vienne, ville de la musique, on l'a dit tout à l'heure, est un lieu de mémoire musicale très important pour tous ces musiciens. C'est la ville de Haydn, Mozart, Beethoven, que célèbrent particulièrement les nazis. Les Français apportent leur pierre à cette célébration patrimoniale viennoise en prêtant notamment, par le biais de la BNF, plusieurs manuscrits de Mozart à l'occasion de ce festival. Donc on voit bien aussi qu'il y a là une collaboration culturelle institutionnelle entre bibliothèques de Vienne et de France, de Paris. Tout se passe dans le centre de Vienne, dans le premier arrondissement. Vous avez ici un plan conservé par un des invités. C'est là que sont les principaux lieux de musique de la Vienne impériale, les palais, etc. Et on voit bien qu'à partir du grand hôtel très central qui est sur le Ring, quelques minutes suffisent pour aller au Staatsoper, où sont donnés les 6 grands opéras du Reichsprogramm, dans la salle du Musikverein, etc. Un peu plus loin, vers le nord-est, les palais Vicini, Lobkowitz, la Bibliothèque nationale, où a lieu une exposition de manuscrits de Mozart, château, etc. Et au nord, la cathédrale Saint-Stéphane, que vous pouvez voir là, à côté de laquelle, se situe un musée Mozart, dans une des maisons qu'a habité Mozart à Vienne. Musée Mozart, inauguré précisément au début du festival. C'est un musée qu'on peut visiter encore aujourd'hui et qui est donc né pendant cette semaine Mozart viennoise. Et vous pouvez voir ici Goebbels qui touche l'épinette au musée Mozart, puisqu'il s'agit ici évidemment d'une photo de propagande où le ministre se présente comme un ami des arts, alors que la musique ne l'intéresse pas particulièrement, mais la photo est évidemment posée. Et en plus, il n'a pas pu assister à l'inauguration, donc c'est une photo un peu reconstruite, mise en scène. Et cette mise en scène se retrouve vraiment dans tous les aspects du festival, et elle est perpétuellement associée à une manipulation de Mozart et de sa musique. Donc, le premier problème pour les nazis, parce qu'évidemment, en choisissant Mozart, ils se heurtaient à plusieurs problèmes. Le premier problème du point de vue nazi, et qui rendait nécessaire une arianisation de Mozart, c'est sa collaboration avec Da Ponte. Da Ponte était juif, même si converti très jeune au catholicisme, et cela ne pouvait pas convenir aux nazis. Donc, la solution, entre guillemets, à ce problème consiste à dénigrer Da Ponte, voire carrément l'occulter, comme c'est le cas, par exemple, dans cette affiche, où l'on voit que le librettiste n'est pas du tout indiqué, ce qui est quand même assez incroyable. Deuxième problème, toujours du point de vue nazi, les traductions des opéras italiens de Mozart, réalisés au XIXe siècle par Hermann Lévy, chef d'orchestre, sont toujours en usage dans les années 30, et comme Hermann Lévy est juif, ils ne veulent pas faire apparaître son nom, il faut d'autres traductions. Donc,
des traductions qui étaient utilisées partout, qui étaient très efficaces, puisqu'on jouait tout dans la langue, comme c'était le cas partout, on jouait tout dans la langue du pays où on donnait les opéras. Ces traductions en allemand d'opéra italien marchaient très bien, mais il faut en faire d'autres. Et donc il y a tout un ensemble de traductions arianisées, entre guillemets, qui apparaissent des opéras italiens de Mozart, et certaines, vous avez 2 exemples. À gauche, un livre de Hanna Hesser qui s'intitule « Pour un Mozart allemand, le combat pour une forme allemande valide des opéras italiens de Mozart », qui plaide en faveur de nouvelles traductions, mais qui ne vont pas être appréciées, parce que les musiciens les trouvent précisément peu musicales. Et à droite, vous avez ici une couverture des Noces de Figaro dans la traduction de George Schünemann, qui a retraduit la trilogie d'A Ponte à la demande de Goebbels. Et d'ailleurs, on a un extrait de cette traduction enregistré au Wiener Staatsoper. C'est une des rares sources sonores du festival. Quelques extraits seulement ont été enregistrés dans les salles viennoises. Et on a retrouvé cet extrait. Voilà, donc on a trouvé très très peu d'archives sonores. Il y a eu des choses qui ont été retransmises directement à la radio, mais dont on n'a pas trouvé de traces. Et une chose très intéressante aussi, que je ne pouvais pas vous diffuser là, le festival a donné lieu à plusieurs minutes de présentation dans le bulletin de nouvelles cinématographiques dans l'édition viennoise de la Worenschau. Et là, c'est très important parce qu'on voit aussi que c'est un événement vraiment au sens fort, qu'il s'agit d'informer le monde entier de cette célébration Mozart qui montre à quel point les Allemands savent célébrer leur génie national, entre guillemets, même en temps de guerre. Donc c'était un enregistrement pris au Staatsoper. J'essaie d'avancer parce que je crois que le temps file. Donc, pour aller plus vite, donc, cet opéra, donc Les Noces, a été considéré vraiment comme le clou, le sommet du festival. On peut voir ici la mise en scène. Ça a été représenté donc, à la Hofburg, en utilisant l'architecture de la salle, et ça a été une vraie réussite, donc sous la direction de Karl Böhm, qui était jeune chef à l'époque. Autre élément, bien sûr, très important, Mozart allemand. Alors, on a vu ce matin que l'idée de l'autrichien allemand n'est pas nouvelle, mais il y a ce gros effort pour germaniser Mozart, pour faire contorsionner sa généalogie. Et on retrouve tout au long de l'année 41 diverses publications intitulées Mozart l'allemand ou dans ce genre-là, qui viennent revisiter la vie de Mozart pour en faire un chemin parfait vers la germanité. Le but de tout cela, donc, étant de faire de Mozart un parfait porte-étendard culturel du Troisième Reich, selon 3 principales lignes argumentatives. La généalogie. On cherche les ancêtres allemands de Mozart qui remontent au XIIe siècle en Bavière, du côté de son père. Par contre, on ne parle pas du tout du côté de sa mère qui est salzbourgeoise. On va chercher des raisons géopolitiques, Salzbourg étant une principauté rattachée au Saint-Empire germanique, donc au Premier Reich allemand selon les généalogies nazies. Enfin, plutôt l'histoire nazie. Et dans la correspondance, on va mettre en valeur
tout en les décontextualisant totalement, les passages de Mozart sur sa volonté de créer un art et un opéra purement allemand. Le but de tout ça, vraiment montrer que l'objectif de Mozart était de fonder une véritable musique allemande et plus particulièrement un opéra allemand. Ce qui apparaît aussi, c'est que Mozart est un musicien du peuple. Pas n'importe quel Allemand, un homme dont la musique est claire et accessible. Donc Goebbels dit dans son discours du 4 décembre 1941, l'expression qui dit qu'être allemand, c'est être clair, convient à Mozart mieux qu'à tout autre. Mozart réunit en lui tous les plus beaux côtés de l'âme allemande. En tant que maître de la forme musicale la plus accomplie, il ne se limite pas à écrire pour les classes favorisées et les connaisseurs de la musique savante. Il est un artiste populaire dans le meilleur sens du terme. Alors, on a un effort similaire dans la programmation de la Semaine Mozart qui met en valeur des œuvres qui montrent le côté populaire de Mozart, Bastien et Bastienne, les petits riens, le directeur de théâtre, et avec aussi des représentations dans le programme viennois de concerts avec des moments dansés, de concerts un peu panachés, avec des programmes qui ressemblent un peu à des genres plus populaires comme la revue. Chirard, de son côté, va insister sur le côté guerrier de Mozart, donc, qui n'est pas seulement une icône populaire, c'est aussi une icône guerrière, et on le voit très bien dans ce passage. La Semaine Mozart est aussi une fête du front. En rendant hommage à Mozart, nous témoignons de notre attachement à l'essence même de notre art. En ce contexte de guerre, invoquer l'esprit de Mozart, c'est agir comme les soldats qui combattent, car celui qui brandit son épée pour l'Allemagne la brandit aussi pour lui. Et un peu plus loin, dans une phrase qui sera reprise comme titre en manchette des journaux ici du Völkischer Beobachter, dans l'édition viennoise, « Au nom de Mozart, nous appelons la jeunesse européenne à faire la guerre pour son art ». Donc il y a vraiment cette idée de croisade culturelle face aux barbares qui est encore plus claire chez Goebbels, comme on le voit ici, puisqu'il parle de soldats qui se défendent contre l'attaque sauvage des barbares de l'Est, c'est-à-dire des Russes, bien sûr. En bref, le Mozart du Troisième Reich est loin d'être un apôtre de la paix universelle. C'est un porte-étendard d'une Allemagne nazie arianisée, germanisée, militarisée, pour devenir une parfaite arme de propagande. Ce qui est intéressant aussi, pour rebondir à ce qu'on a dit ce matin par rapport aux significations politiques de la musique, c'est qu'on va utiliser certaines œuvres qui vont entourer les discours. Juste avant Goebbels, on entend l'ouverture de la Clémence de Titus. Et le choix du programme n'est évidemment pas anodin. On choisit la musique d'un opéra qui parle d'un despote éclairé, d'un empereur éclairé. Et donc évidemment, la musique prend ici un sens politique. Et il me semble que la signification de la musique émerge toujours en contexte. Et on le voit bien ici avec un compositeur qui est mort 150 ans avant et qui n'a rien à voir avec toute cette histoire. Alors, comment les Français ont... je ferai vite sur cette partie. Comment les Français ont compris, comment les Français ont relayé ces idées, l'ont-ils relayé? C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Donc, évidemment, on s'intéresse surtout à la presse, puisque c'est l'outil majeur de communication internationale. Il y a aussi évidemment donc, le cinéma, il y a aussi la radio. Il y a eu plusieurs émissions Mozart Radio, mais c'est surtout par le biais de la presse que cet événement va avoir des répercussions internationales. Et donc on commande des articles aux invités, et on a trouvé dans la presse française au moins 26 comptes rendus de cette semaine Mozart dans divers périodiques. Beaucoup de journaux collaborationnistes, bien sûr, mais pas seulement. Un peu de presse people comme Vedette,
mais qui est tenu par Lucher, donc qui est un collaborationniste, beaucoup de quotidiens, de revues littéraires, etc., artistiques, musicales. Ce qu'il est intéressant d'observer, au-delà du phénomène de censure et d'autocensure, qu'il ne faut pas négliger, c'est que cet événement a été restitué de façon extrêmement positive, ce qui était évidemment attendu. Mais ce qui est significatif, c'est que dans la plupart des cas, les auteurs des comptes rendus parlent peu de politique et ne parlent que de musique, comme s'ils se cachaient aussi un peu derrière cet événement musical, et ce sera d'ailleurs leur ligne de défense après quand on leur reprochera. Néanmoins, c'est une leçon pour beaucoup d'entre eux, une leçon musicale. C'est le titre qu'utilise René Delange, le directeur de Comédia, qui écrit donc une leçon, cet article à côté duquel figure celui d'Honegger, qui en a écrit 2 sur le festival de Vienne. Il y a l'idée ici d'une exemplarité musicale allemande. Il faut suivre ce modèle, et on trouve exactement la même idée chez Honegger ou chez Vina Bovy, une chanteuse invitée, chanteuse belge par ailleurs, mais qui a fait sa carrière en France principalement. Évidemment, certains sont beaucoup plus acquis à la collaboration, et le cas extrême dans ces invités, c'est Lucien Rebatté. Lucien Rebatté, c'est vraiment la figure du collaborationniste complètement fasciné par l'Allemagne nazie. Pour lui, l'Allemagne est la race la plus musicienne de la Terre. Alors c'est pour ça que j'ai mis une affiche de propagande assez connue de tous, Deutschland das Land der Musik. Vous avez à gauche Rebatté qui répond un peu à cette idée générale qui est celle aussi de cette année Mozart et de ce festival Mozart. Et il se souviendra dans ses mémoires de ce voyage à Vienne comme, je cite, un pèlerinage encore plus nazi que mozartien. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on voit bien que c'est le plus politisé et que c'est celui qui a le plus conscience de cette instrumentalisation politique de la figure et de la musique de Mozart. Donc il a écrit beaucoup de comptes rendus, Rebatté, dans Je suis partout, il était chroniqueur dans Je suis partout, et précisément dans Je suis partout, il y a des passages antisémites d'une très grande violence, qui ressemblent beaucoup à son essai Les Décombres de 1942, où il se plaît donc à décrire une ville, donc Vienne, régénérée par l'Anschluss. Et il se réjouit aussi de voir que les Juifs de Vienne portent l'étoile jaune et demande quand la France le fera. Il écrit il y a une hantise obsessionnelle des Juifs qu'on retrouve dans tous les écrits de Rebatté de la période et qui est très violente dans les comptes rendus de Vienne. Et on a aussi l'idée d'une pureté de la race qu'on retrouve aussi dans ses écrits sur Mozart. Pour Rebatté, et là il suit totalement la ligne nazie, Mozart est allemand, son côté latin est tout à fait secondaire, et l'influence de la musique italienne n'est que superficielle. Donc c'est vraiment aussi, ça va influencer, toute cette idéologie va influencer aussi la critique musicale de Rebatté. Cette germanité de Mozart, on la retrouve de façon un peu moins radicale, notamment chez Robert Bernard, qui est un critique musical et directeur de l'information musicale, quand il dit il fut au même titre... Mozart a su fondre, creuser de sa personnalité et de son génie essentiellement germanique les apports hétérogènes. D'un mot, l'on peut dire qu'il fut au même titre que Goethe un génie européen au sens le plus élevé de ce mot et sur un plan d'une si haute universalité qu'il ne saurait s'opposer au plan national. Et on a là ici l'idée, l'articulation entre ces deux choses, ces deux éléments que sont l'universalité et le nationalisme, qui sont réconciliés par les nazis, puisque l'allemand est universel. Voilà, pour résumer un peu. Une dernière idée, si j'ai encore une minute.
Une dernière idée importante qu'on retrouve dans les comptes rendus, c'est l'idée d'une réconciliation des peuples par Mozart. Et ça, c'est assez frappant, puisque cette cérémonie, notamment des couronnes, dont vous avez vu des photos tout à l'heure, est considérée, avec sa minute de silence, avec tout son cérémonial, les fleurs, les croix gammées, donc comme un moment de recueillement des nations après la guerre. Et pour les Français, c'est symbolique d'une fausse paix, cette paix allemande, qui permet de rassurer ceux qui ont été pour l'armistice, ceux qui ont accepté d'être vaincus et qui pensent que la guerre est terminée, alors qu'évidemment, on le sait, elle ne l'est pas. Et donc, il y a cette idée très naïve ou très européiste ou très nazie d'une paix retrouvée grâce à Mozart, ce génie national et universel. Autre petite citation qu'on retrouve dans beaucoup de comptes rendus. Nous avons cru entendre la paix universellement retrouvée à propos de la cérémonie des couronnes, ou alors Genin, qui est aussi très collaborationniste dans Paris Soir. Dans cet enthousiasme collectif, il n'y avait alors ni frères mineurs, ni parents pauvres, ni vaincus, ni humiliés, mais seulement des hommes tournés vers un avenir de paix. Donc dans l'ensemble, les Français ont tout à fait relayé cette propagande nazie, puisqu'ils ont contribué déjà à la normalisation des opérations de propagande et au rayonnement de l'Allemagne de Hitler, et parce que donc ils ont essayé de faire accepter la situation de domination par l'Allemagne, de domination culturelle et pas seulement militaire. Et donc je pense que de ce point de vue, l'objectif de propagande a été réussi, s'est révélé positif pour l'Allemagne. Il y a aussi cette idée de dire que le festival permet de nouvelles collaborations, et on fait croire aux Français que bientôt on pourra jouer leur musique en Allemagne, alors que ça ne se fera que fin 1942 et qu'ils ne pourront être joués qu'à un quart de programme pour les compositeurs vivants. Donc on est là toujours dans la croyance que de vrais échanges pourront être possibles. Pour terminer, je voudrais parler rapidement de l'épuration. On voit ici Jacques Roucher dans une coupure de presse qui se fait taper par un guignol. La presse a joué un rôle très important dans l'épuration, le processus d'épuration professionnelle après la libération de Paris. Jacques Roucher, surtout parce qu'il était directeur de l'opéra, a été destitué. Il était très âgé aussi, donc il a été mis à la retraite. On a dénoncé plusieurs fois publiquement et dans les journaux la participation de ces musiciens à ce voyage, des journalistes, des critiques, des écrivains qui ont fait ces voyages de collaboration. Et plusieurs des personnes ont dû préparer des discours de justification, puisque un des critères d'épuration professionnelle était ce voyage précisément. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la ligne des accusés est vraiment complètement basée sur l'autonomie de la musique. Tous parlent d'un échange purement artistique. Par exemple, Delannoy qui écrit ici dans un brouillon « Nous n'avons pas entendu de discours politique ». Et il dit aussi « J'ai cru en une collaboration purement artistique ». Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas été aussi impliqué dans la collaboration, et la participation au voyage reflète des attitudes extrêmement diverses. Rebatté, pour sa part, a été condamné à mort, puis gracié après de longues années de prison. Mais lui aussi a tenu cette ligne de l'apolitisme en disant « Je n'étais que critique d'art ». Il a quand même dit ça, alors que ses écrits montrent qu'il était extrêmement impliqué. Et donc, dans cette
période aussi très complexe, très tendue du sortir de la guerre en France, se pose avec urgence cette question de la responsabilité de l'artiste. Et je voulais terminer là-dessus, puisque c'est une question aussi que se sont posées les résistants déjà sous l'occupation, en critiquant la participation des élites à ces voyages de propagande et en écrivant, par exemple, « L'art n'a pas de patrie, certainement, mais les artistes en ont une, et dans une patrie asservie, il n'y aurait plus de place pour l'art. » Je vous remercie.